bienvenue dans True Social TV, l'émission qui met en valeur les personnes qui ont décidé que les individus étaient au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Lamarque. Vous êtes président du réseau IAE. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on est aussi avec Victoire qui vous posera une question à la fin de cette émission. J'ai envie de commencer par votre parcours. Qui êtes-vous, Éric ? J'ai fait d'abord une université, donc je suis diplômé de l'université de Bordeaux, donc j'ai fait un parcours assez classique, un baccalauréat scientifique à l'époque, hein, c'était pas les baccalauréats de maintenant, puis une licence, ça s'appelait pas trop licence à l'époque, les termes ont tous changé, en tout cas j'ai l'équivalent d'un master, puis d'un doctorat, donc j'ai passé un doctorat, puisque être professeur à l'université suppose d'avoir un doctorat, et donc j'ai été professeur dans divers IAE, j'ai commencé par Tours, Bordeaux, et je me retrouve aujourd'hui à l'IAE de Paris. Et donc, pour être président du réseau IAE France, vous devez être un directeur ou une directrice en exercice. Hein, il y a 36 IAE en France. Et donc, tous les 3 ans, on élit parmi nos élus directeurs celui ou celle qui va diriger, présider le réseau pour mener des actions de ce type-là, hein, c'est-à-dire donner une visibilité nationale, puisque 36 IAE, 53 000 étudiants, 2500 collaborateurs, dont une moitié de professeurs. Donc on est le plus gros réseau de management un peu unifié, même si chaque IAE appartient à son université. Plus de 50 000 étudiants et 36 IAE, et pourtant tout le monde ne vous connaît pas. On peut vous confondre dans les acronymes. D'ailleurs, Tout à fait, non, mais c'est un point. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que on est là et puis qu'on essaie de se faire mieux connaître. Et c'est quoi un IAE alors? C'est quoi un IAE? On est bien connu des entreprises parce qu'on est un institut d'administration des entreprises. En gros, on a été créé il y a plus de 65 ans sur une idée rapportée des États-Unis par un dirigeant de l'enseignement supérieur français à l'époque, Gaston Berger, qui a créé les INSA aussi à l'époque, les écoles d'ingénieurs, et qui avait trouvé que le modèle Harvard aux États-Unis n'était pas si mal. Donc en fait, ceux qui ont été créés sur le modèle Harvard, ce sont les IAE. D'abord, ce n'est pas les écoles de commerce, c'est les IAE. Et donc on s'est dit, c'est important que tous les diplômés de l'université, et d'ailleurs, soient aussi experts un petit peu en management et en gestion d'entreprise. Les médecins, les gens de droit, les ingénieurs, et donc on a beaucoup prospéré dans la formation continue, maintenant dans l'alternance, et puis dans les étudiants classiques, parce que tout le monde, à un moment donné, se retrouve dans une organisation. On parle entreprise, hein, mais en fait, on pourrait mettre organisation. On est beaucoup dans les non lucratifs, on est beaucoup aussi dans l'entreprise publique. Donc, on couvre toutes les organisations et les principes de management de ces organisations. Et aujourd'hui, c'est plus de 500 000 anciens qui sont passés par nos IAE. Voilà, si on raisonne au niveau d'un IAE, ça peut être très petit, dans une petite université régionale. Et puis, par contre, si effectivement on a une reconnaissance entre nous, et qu'on se dit qu'on est diplômé d'un IAE, on rajoute, mais moi je suis de Aix, de Paris, de Pau ou de La Réunion, ça donne un sentiment d'adhésion qui est fort au-delà d'une école ou même d'une université. Alors vous avez participé à la démarche Happy at School qui demande aux étudiants ce qu'ils pensent sur un certain nombre de thématiques de leur expérience étudiante. Vous avez des très bons retours de vos étudiants. C'est quoi, d'après vous, une expérience étudiante réussie ? Une expérience étudiante réussie, je dirais qu'elle se concrétise pendant, mais surtout après, quand elle permet de s'insérer professionnellement et de voir que les sujets qui ont été abordés sont complètement dans ce qui est attendu par les entreprises ou les organisations, et complètement, je dirais, au niveau et vraiment up-to-date. Et là, pour ça, qu'est-ce qu'on fait sur notamment le sujet de la RSE, c'est que d'abord, nos diplômes ont été quand même, pour certains, clairement orientés RSE. Moi, je vois à Paris, on a RH et RSE. Vous avez plein d'IAE qui ont participé à cette étude, qui ont clairement mis la RSE en tête d'affiche dans le nom du programme, hein, autour du marketing, durable, etc. Donc voilà, donc ça c'est déjà le premier signe, c'est-à-dire que les gens voient, effectivement, on a beaucoup de demandes d'étudiants pour candidater dans ces masters-là. Et puis quand dans les titres, il n'y a pas ça, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, vous avez la déclinaison des problématiques de RSE, climatique, sociale ou sociétale, de gouvernance, de qualité du fonctionnement des organisations. Moi, je dirige un master finance. J'ai au moins maintenant 10%, 15% de mes cours autour de la finance verte, donc en fait, du climatique. Ça infuse, c'est pas tant un bloc non, moi, je RSE, un peu refusé. Ça infuse finalement l'ensemble des cursus scolaires. Vous avez deux façons de faire. Soit vous faites le bon cours de RSE et vous faites de la pub sur votre cours de RSE. Ouais. Nous, c'est pas notre façon de faire. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas assez connu parfois. D'ailleurs, nous, on dit non, la RSE, ça fait partie
aujourd'hui des préoccupations et du pilotage des organisations. Donc il faut que nos étudiants ils contextualisent leurs connaissances de marketing, de RH. Mais alors par exemple en finance, vous êtes professeur de finance, en finance comment on intègre les sujets de RSE dans un cours classique de finance? Comment les risques climatiques impactent les risques financiers? Comment la transition climatique et le fait que les entreprises doivent évoluer dans leur modèle d'organisation va impacter leurs résultats? Voilà moi comment j'appréhende ça. J'aurais pu faire pour faire de la com, appeler ça finance verte, quelque chose comme ça. Non, c'est de la finance normale, mais qui a à intégrer des éléments relatifs à ces nouvelles questions sociétales, comme, c'est pas le sujet, mais le digital. Voilà, on ne va pas faire du digital, c'est comment nos contenus s'adaptent aujourd'hui à un monde qui s'est digitalisé. Mais ça, on va le faire avec de la recherche, puisque dans un IAE, c'est l'université, il y a des chercheurs, et que je demande à mes profs, quand ils enseignent, au préalable d'avoir fait de la recherche et d'avoir publié soit des livres, soit des articles, parce qu'on ne veut pas faire ça avec des anecdotes, comme on le voit souvent, où un chef d'entreprise, c'est intéressant, mais ça ne reste qu'un cas. Mais de la recherche. Nous, on veut que ça soit valable pour une série d'entreprises, un secteur d'activité, national ou international. Moi, je vais dire, parfois, j'arrive d'un cours, je vais dire, ça, c'est vaut pour les banques françaises. Ça ne vaut pas pour une banque étrangère. Il faut être capable de dire ça, parce que sinon les étudiants, vous leur enseignez, vous êtes le prof, et ils vont croire que ce que vous leur dites, c'est vrai tout le temps. Non, c'est pas ça. L'université, c'est pas ça. Et les IAE, c'est pas ça. Donc, premier axe de cette expérience étudiante réussie, l'infusion finalement de la RSE dans tout ce que vous faites. Deuxième axe, vous m'avez beaucoup parlé de l'importance des connaissances fondamentales. Oui. On a un peu tendance à l'oublier. On parle de soft skills, de math skills, de plein de trucs. Voilà. Mais le socle de connaissances fondamentales, voilà, moi je pense que pour rendre service aux étudiants, parce que c'est vrai que quand je regardais un petit peu vos propositions, je dis ça veut dire quoi Business School? Moi je veux dire c'est rendre service aux étudiants. Voilà, je pense que si on rend service aux étudiants, ils seront contents de ce qu'ils ont fait. Et peut-être même qu'ils ne sont pas complètement happy pendant, ils verront qu'après, finalement, et quand on les revoit pour les remises de diplôme, on dit super, ils sont, je dirais même encore plus contents de voir comment ils ont pu s'insérer. Alors, donc, en connaissance fondamentale, pourquoi moi je reviens là-dessus? Parce qu'on a été embarqué sur la créativité, le travail en équipe, etc. Je ne nie pas que ça a évidemment une importance, hein, c'est pas le problème. C'est exagéré? Sauf que c'est exagéré de mon point de vue. C'est exagéré pourquoi? Parce que ce qui rend confortable un étudiant aujourd'hui dans son travail, en sortant, c'est qu'il a le socle de connaissances fondamentales qui lui permettent d'interagir avec ses nouveaux collègues, ses supérieurs. Et si ses supérieurs ou ses collègues voient qu'il n'a pas la base de connaissances et qu'il ne connaît pas les bases de sa discipline, il va être disqualifié assez vite. Comme dit, le manager, il est mis en difficulté dès lors que techniquement ou dans ses connaissances, il n'est pas au niveau. Clairement. Il est mis en danger. Il est disqualifié. Et donc ça crée tout un tas de distorsions et de difficultés et de tensions qui fait qu'on a le sentiment les gens, ils n'ont pas les bons soft skills pour manager. Non, les soft skills ne peuvent venir que sur une base solide. Voilà, ça c'est notre credo dans les IAE. Dans les IAE, on est fondé là-dessus. On est fondé aussi sur des questions d'animer ça avec de la diversité, avec de l'inclusion de plusieurs personnes. Nous, on fait attention à ce qu'on ait beaucoup de diversité, et pas simplement hommes-femmes, mais vraiment que ce soit corresponde au territoire. Hein, je dis 36 IAE territoriaux, donc on est très attaché à ça. Et c'est cette combinaison de connaissances fondamentales qu'on apporte, et puis concrètement les soft skills, ça va être en mêlant des gens dans des activités pédagogiques pour leur dire, vous nous produisez un résultat à plusieurs. Déjà, si vous arrivez à produire un résultat à plusieurs, c'est que vous aurez un peu travaillé votre capacité à travailler en équipe et à produire un résultat. Donc en fait, le soft skills vient un peu emballer, et on sait très bien que si ça s'est mal passé, la production sur le fond se passera mal, exactement, aussi. Donc on est assez à l'aise là-dessus. Après, si des gens veulent creuser le leadership et des choses comme ça, il y a des outils aujourd'hui, notamment online, on a fait le choix de déléguer majoritairement, mais pas seulement, mais majoritairement, ces questions-là à des dispositifs online, des vidéos, des ressources vidéo, parfois d'ailleurs enregistrées par des profs. Là. Ça c'est vrai pour les jeunes étudiants. Quand on reprend des étudiants en formation continue, là par contre, on va peut-être être un peu plus soft skills, parce qu'eux, ils auront pratiqué, donc ils auront le socle de connaissances hard, donc on rebalait pour voir si c'est toujours d'actualité et qu'il n'y a pas eu des évolutions, parce qu'il peut y avoir des évolutions. Et c'est vrai qu'on est plus sur le management. Les métiers, il y a des écoles qui considèrent que les métiers, les expertises évoluent tellement, ça bouge tellement vite, que c'est pas forcément la peine de les enseigner de manière rigoureuse, puisque de toute façon, ils vont changer, voire même on peut y accéder de n'importe où, à n'importe quel moment, sans même un professeur. Donc il vaut mieux enseigner une façon d'être, une façon d'apprendre, une façon d'être motivé, etc., pour pouvoir s'adapter. Sauf qu'à un moment donné, si vous faites ça et que vous ne repassez pas
de mon point de vue, par un lieu de formation où vous allez mettre en œuvre via des cas, via des mises en situation, et c'est beaucoup ça qu'on fait nous aussi. Hein. On a été créé, je vous dis, sur le modèle un peu Harvard, c'est la méthode des cas Harvard, hein, donc avec des études de cas. Donc les gens ont pu se former par ailleurs sur des vidéos, vous avez raison, on leur fait un petit rappel, mais 80% du cours chez nous, c'est des études de cas. Et on pense que c'est mieux qu'on teste nous avec un prof, un tuteur, on l'appellera à l'avenir comme on veut, pour que, effectivement, on s'aperçoive, nous, oui, vous êtes à niveau sur ces questions-là. Aujourd'hui, on est convaincu que l'avenir de l'université et de la formation enseignement supérieur, c'est tout au long de la vie. Donc le socle fondamental, c'est pas je suis au tableau noir et j'apprends de la théorie toute la journée. C'est également concret dans une pratique, dans des cas. Voilà, et puis on est sur un parcours. Les gens ont plutôt fait le tableau noir en licence, ils ont acquis des réflexes de la logique. Hein. On parle beaucoup des maths aujourd'hui. À mon avis, c'est désastreux qu'on ne soit pas. Peut-être que les maths sont mal enseignées, mais il faut ce raisonnement logique. Il vaut pour tout et tout le temps. Par contre, il faut le mettre en musique à un moment donné, de façon concrète, pour que les gens s'y retrouvent après dans leur travail. Et c'est ça, pour moi, que de rendre service aux étudiants et de travailler sur ces compétences de base. Nous, on s'appuie dans les IAE beaucoup sur ces premières années. On leur dit, oui, c'est vrai, c'est pas... moi, j'ai deux fils qui sont là-dedans. Oui, ouais, c'est pas complètement encore adapté à un travail, mais tu construis ton socle de connaissances de base. Et vous me disiez en préparant l'émission, ce qui est très important aussi pour nous, c'est de connecter le diplôme avec l'entreprise. C'est une critique qu'on peut faire dans les facs ou les universités. C'est cette déconnexion qu'on faisait. Pour nous, les IAE, je ne sais même pas d'ailleurs dans les IAE. Voilà, moi, je suis là-dessus. Et là-dessus, ça veut dire quoi finalement, connecter le diplôme avec l'entreprise? Nous, on fait venir les entreprises dans nos centres de recherche pour parler à nos profs. J'ai plus de la moitié de mes profs qui a eu une expérience en entreprise. Moi, j'ai moi-même été directeur d'un bureau de consultants et administrateur dans le conseil d'administration d'une banque. Donc, je pense que je sais de quoi je parle sur le plan opérationnel également. Et donc, on est en train de faire évoluer les profils des profs pour qu'ils soient déjà, donc, qu'ils comprennent la logique. C'est comme en fait la médecine. Vous n'êtes pas chirurgien si vous avez fait que de la théorie sur un tableau noir. Vous êtes allé un peu... Voilà. Mais nous, c'est pareil. Nous, l'idée c'est celle-là. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on fait venir les gens des entreprises qui souvent nous soutiennent dans nos activités de recherche par le mécénat ou le crédit impôt recherche. Ils passent là, c'est-à-dire que j'écoute ce qu'ils ont comme problématique. Je prends ce qui me paraît être fondamental et j'essaie de laisser l'accessoire. Alors, ils râlent un peu. Je dis non, mais moi, je pense que le fond, justement, le hard skills, il va se situer là. Le reste, c'est plutôt du soft. Donc moi, c'est pas ça que je fais, parce que je peux pas tout faire. Et à partir de là, je fais construire des programmes ou évoluer des programmes pour m'assurer que ça colle avec les problématiques des entreprises. C'est comme ça qu'on le connecte. Et ce qui était vrai pour moi quand j'ai fait mes études, on était un peu loin des entreprises, puisque moi j'ai fait l'équivalent d'un IAE il y a une trentaine d'années. C'est vrai. Je reconnais, c'est vrai. Ça ne l'est absolument plus aujourd'hui. Les universités, elles restent très éloignées des entreprises, beaucoup trop. Non, pas. Alors, elles suivent la même trajectoire, vous avez l'impression qu'elles suivent quand même. Nous, on est un peu les truglions des universités, il faut le savoir. Parce qu'on fait ça. Donc, il y en a certaines qui sont trop dans ça. Il y en a certaines qui font des recherches trop fondamentales, ou en tout cas, ils ne savent pas les déployer dans le monde industriel. Ça, c'est un problème quand même qui est très, très français. Je ne pense pas que ce soit le problème des IAE. Et les employeurs ne s'y trompent pas d'ailleurs. Quand les gens arrivent, ils sont prêts à être utilisés et mis en musique. Après c'est le rôle de la boîte que de concrétiser les choses. Nous, on ne peut pas non plus tout faire, quoi, si vous voulez. Et vous me disiez, vos étudiants ont de plus en plus envie de créer des entreprises. Vous me dites, il y a 10-20 ans, il y avait peut-être 2-3 étudiants qui avaient envie de monter leur truc, etc. Là, on est à 30%, vous me dites à peu près des étudiants. Selon les... Alors là, ça dépend aussi des IAE. Quoi, ils aiment plus l'entreprise classique? Non, déjà, on a aussi, parmi les choses qu'on a faites, on a beaucoup développé l'entrepreneuriat dans les IAE. Donc l'entrepreneuriat, vous parlez aux gens de l'entrepreneuriat, si vous leur en parlez pas du tout, ils ont en tête l'administration et les grandes entreprises. Vous leur parlez d'entrepreneuriat, ils s'aperçoivent que, voilà, ils ont entendu parler des gens qui étaient avant eux, qui sont sortis avant eux, qui disent, bon, parfois les grandes entreprises, c'est pas toujours très excitant, on vous donne pas beaucoup de responsabilités, etc. Donc petit à petit, tous les programmes qu'il y a eu au niveau gouvernemental sur l'entrepreneuriat étudiant, tout ça, ça infuse. Et nous, quand ils arrivent en fin de cycle, on va dire, ils ont des envies de création d'entreprise. Vous me disiez, les jeunes, ils voient des opportunités, ça m'a marqué quand on a préparé, ils voient des opportunités qu'on ne voyait pas, ou que je ne voyais pas, ou que je ne vois pas aujourd'hui. Il y a 20 ans, ils voient des choses. Et que je ne vois pas aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois on me présente un projet, je regarde un peu autour de moi et je dis c'est quoi alors? Donc il y a du TikTok, il y a de l'Instagram, il y a un bout d'Internet. Donc
Donc là, on a deux solutions. On dit, bon, ça va, n'importe quoi. Alors on dit, bon, comment je fais? Donc c'est ça la logique aussi universitaire, comment on fait pour accompagner ça? Donc on a des programmes qui permettent d'accompagner ça. Il y a beaucoup de projets autour de la RSE. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre en marché quelque part des questions de RSE. Donc tout ça, bon, nous on est là pour l'accompagner et le faire fructifier. Parce que vous me disiez, on ne comprend pas forcément ce qu'ils veulent faire, etc. Mais on doit les accompagner en leur donnant la capacité à faire les choses, comme vous m'avez dit. C'est exactement ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous présente un projet, vous lui dites attention, là sur le plan justement financier, vous n'avez pas poussé assez loin le raisonnement, ça peut planter à cause de ça. Donc je vous amène de ça. Quelqu'un du marketing va leur dire, mais attention, est-ce que vous avez bien vu le marché là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment un marché, etc. Oui, c'est ça. Donc on appelle ça, donc on a de plus en plus d'incubateurs ou de pré-incubateurs. On n'est pas très loin, nous, à l'IE de Paris, de la station F, donc on les prépare à déposer des candidatures à la station F, etc. Donc c'est pas la majorité, soyons clairs, mais c'est beaucoup plus important que quand je suis arrivé dans mes premières directions de programme dans certains IAE, on ne parlait pas du tout de ça. C'est un étudiant sur 3 quand même. Voilà. Donc maintenant effectivement, voilà. Donc maintenant, chez nous, vous avez facilement, dans la jeune génération, 1 sur 3, 1 sur 4 qui se posent clairement la question. Tous ne le feront pas, mais clairement, ils ont cette préoccupation-là et ils ont en tête cette possibilité-là pour se réaliser eux-mêmes. Et c'est important pour nous, l'expérience étudiante, qui se réalisent eux-mêmes. J'étais récemment avec un patron du CAC 40, parce que je lui faisais la même remarque. Il me dit, vous avez raison, mais on est en train de se remuer, en quelque sorte. Les grandes entreprises, avec ces nouvelles générations qui arrivent, sont en train de s'organiser pour se mettre un peu en mode intrapreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, elles recrutent des gens maintenant en leur disant, mais on va vous donner un projet. Voilà, et vous avez beaucoup de nouveaux postes maintenant dans les entreprises, un peu costauds, parce qu'elles ont vu quand même des talents, même dans les très grandes écoles, aller vers la création d'entreprises. Elles disent, voilà, vous êtes chef de projet, assistant chef de projet. Donc en fait, elles changent l'intitulé, elles font évoluer l'intitulé des postes et nous, on a beaucoup de gens maintenant qui sont recrutés en tant que chef de projet. Et donc, voilà, vous avez une compétition entre nos meilleurs talents, les entreprises ne les attirent pas, on va aller à l'extérieur, et les entreprises qui disent, il y a quand même une compétition là-dessus aujourd'hui. Les gens que vous avez reçus aujourd'hui vous ont dit, effectivement, c'était dur de trouver des talents, de les garder, etc. Donc les grandes entreprises, par rapport à notre discussion, se rebiffent un petit peu et essaient de trouver des solutions et des offres pour justement attirer ces intrapreneurs qui auraient été sinon des entrepreneurs. Victoire a une question à vous poser. On va terminer par la petite question. C'est vrai qu'en ce moment, on est en contexte un peu compliqué, que ce soit pour les étudiants, même le contexte sanitaire dans le monde, etc. Quel conseil vous pourriez donner à un étudiant qui est inquiet par l'instabilité du monde, pour se former, pour entrer dans une entreprise? Est-ce que vous lui dites, intègre un IAE, tu seras bien formé, c'est une bonne préparation? Non, quand face à l'instabilité du monde, d'abord, je vais lui dire que ça risque de devenir le normal. Voilà, donc moi mon sentiment c'est que ça devient le normal, et donc ça fait une responsabilité pour effectivement les institutions de formation, et c'est un autre point que j'ai souligné avec mes équipes, et puis les équipes des IAE, quand on se réunit régulièrement, c'est de dire aux étudiants que l'on a, c'est qu'il y a à mon avis, il n'y a que 2 ou 3 choses qu'on peut faire à notre niveau pour les aider. Première chose, c'est les habituer à une certaine flexibilité, c'est un mot parfois qui fait peur, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas la façon dont on aura le faire demain. Et il faut juste déjà avoir un état d'esprit. Donc, vous voyez, là, on revient sur du soft. Comment je fais pour être capable de remettre en cause mes modèles régulièrement et beaucoup plus régulièrement par le passé. Donc ça, c'est effectivement du savoir-être. Et si j'avais, moi, personnellement, un seul savoir-être sur lequel j'investirais, et je suis en train d'investir dans l'organisation de mes formations, c'est sur cette capacité à changer. Je ne dis pas que c'est bien. C'est un principe de réalité, c'est ça qui se passe. Donc ça, c'est le premier. C'est dans l'état d'esprit. Moi, je dis à mes étudiants, arrêtez d'être dans les états d'âme. Mais s'il n'y avait pas la crise en Ukraine, s'il n'y avait pas le Covid, c'est si, et si, et si. Non, on fait, c'est comme ça, c'est regrettable. Par le passé, vos prédécesseurs ont eu d'autres graves conséquences. Il y a eu des guerres, des vrais chez nous aussi. Donc voilà, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour gérer cette situation, il y a des outils de management et de gestion. Donc j'ai demandé à mes profs de travailler sur des outils qui permettent d'accompagner. Notamment, aujourd'hui, vous avez des nouvelles approches de l'entreprise qui émergent, notamment l'approche par les risques, le management par les risques. Et juste pour un exemple, moi dans mon domaine, je regarde par exemple jusqu'à combien de pertes de chiffre d'affaires une entreprise peut résister pour être toujours en vie. Vous voyez, donc ça ne va pas vous régler le problème, mais ça va vous permettre de voir venir les effets de cette instabilité. Donc face à l'instabilité, vous ne pouvez pas vous projeter énormément, donc vous êtes forcément en flexibilité et en adaptation performante. C'est un état d'esprit et c'est des outils de pilotage, et c'est ça la responsabilité qu'on a, de dire, et si vous venez à un IAE,
eh bien, nous, on fait en sorte que nos contenus, comme on l'a fait pour l'émergence et le renforcement de la RSE, ben, nos contenus, sur le fond, alors peut-être pas à la vitesse qu'il faudrait, mais enfin, pour être certain des choses qui sont à peu près vraies, ben, on prend un peu de temps, c'est vrai, ça nous est souvent reproché que ça avance pas trop vite, mais on préfère faire comme ça, et à ce moment-là, je pense, je ne sais pas si ce sera la meilleure solution, mais je pense que c'est une solution pour faire face à l'instabilité du monde, comme vous le dites. Il faut être dans l'anticipation. Il va falloir terminer par ça. Voilà. Un petit peu dépassé. Merci mille fois, Eric, d'avoir été Merci parmi à vous. nous. Merci de vous être Merci déplacé. beaucoup. Merci, Victoire, pour tes questions. Et puis à très Ravi. bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci. À très bientôt. Au revoir.